Dans un système qualifié de communiste, à quoi peut donc bien servir l'argent, puisque la propriété privée, pratiquement, disparaît? Pour suivre ce qui suit, il est juste utile de se rappeler ce qui a été développé dans les vidéos précédentes, à savoir que la production et la distribution des biens et des services sont régulées non pas par le commerce, mais par des décisions démocratiques, soit locales, soit plus larges. Vous retrouvez surtout ceci dans les 2 premières vidéos du cycle de réponse. Tu veux dire qu'on peut prendre ce qu'on veut dans les magasins sans payer? Attends, on va y arriver. Bien sûr, l'image qu'on a du communisme en dehors des vitrines vides, des queues de rationnement, des défilés martiaux et des généraux ultra médaillés de l'armée rouge, c'est une société économique où tout est décidé par une direction autoritaire au sommet de l'État, où personne ne peut choisir sa profession et où l'argent n'a pas d'importance puisque tout le monde a la même chose. Bref, le communisme, ce serait un peu comme si les Schtroumpfs faisaient du scoutisme. On plaisante à peine, mais oui, c'est l'image que beaucoup se font du communisme, le goulag en plus. Ce que je voulais dire, c'est que l'image habituelle du communisme est surtout une image complètement fausse de ce que pourrait être le communisme s'il devait avoir lieu. À ce jour, les expériences historiques qui s'en sont le plus rapprochées, et encore de loin en raison des circonstances, plus que de la volonté de leurs acteurs, ce sont celles de la Commune de Paris, de la République espagnole, du Chiapas ou de quelques communautés anarchistes un peu plus élaborées qu'une ZAD. Et dans aucune de ces tentatives, l'État ne décidait si vous y avez droit à un vélo ou une maison. Et l'argent continuait de circuler, comme elle continue de circuler dans le Chiapas zapatiste. L'argent ne disparaît pas. Mais pourquoi? Est-ce que le capitalisme serait indépassable? Ou bien avons-nous une vision tronquée de ce qu'est l'argent ou la monnaie? C'est ce que nous allons voir ici, mais juste avant, faisons tout de même une petite mise au point pour éviter les commentaires du genre « on va tous bouffer la même chose » ou « ils vont vous voler vos maisons et vos voitures ». Oh, la belle consonance en V. Oui, parce qu'il est exclu d'imaginer un communisme sincère qui oblige les individus à consommer les mêmes choses ou dans lequel vous ne seriez pas assuré de pouvoir rester dans votre logement le temps qu'il vous plaît. Le communisme, dans son idée réelle, a pour objectif de libérer les individus, c'est-à-dire tout le monde, de la précarité, de l'inquiétude matérielle. Il ne décide pas qui a besoin de quoi et quand. Le communisme met l'économie au service de la population qui décide démocratiquement de ce qui est nécessaire et utile. De même, on ne peut appeler communisme un système qui oblige tel ou tel à devenir paysan ou ingénieur. On peut imaginer des incitations, des invitations, des motivations, mais certainement pas des obligations. Par contre, en communisme, vous oubliez les milliardaires, les capitaines d'industrie, les managers visionnaires et surtout les hommes providentiels. Dans une démocratie, un homme providentiel, ça n'existe pas. Ou pour le dire à l'envers, là où il y a un homme providentiel, la démocratie disparaît, qu'il s'appelle Macron, Mussolini ou Superman. Mais nous sortons du sujet. Dans le même ordre d'idées, dans le communisme, aucun État ne peut décider de confiscation des outils personnels, de la maison, du véhicule des individus ou des entreprises. Ce serait tout simplement contraire au principe même du communisme, puisque ce dernier a pour objectif l'émancipation matérielle des individus, et non son asservissement à un bidule supérieur sous prétexte d'un intérêt plus grand. Par contre, en communisme, il ne sera pas possible d'accumuler des maisons ou des voitures. En tout cas, tant qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis, et ce n'est pas moins important, posséder ne nous permettra pas de transformer ce que nous possédons en capital, ni en argent. Et donc, nous ne pourrons plus convertir nos possessions en abstraction monétaire, c'est-à-dire en pognon. Et là, j'en ai perdu quelques-uns. Est-ce que je n'avais pas dit au début de la vidéo qu'il n'y aurait pas de propriété privée? C'est que possession et propriété privée, ce n'est pas la même chose. Mettons que vous habitez une maison ou que vous disposez d'une voiture. Est-elle à vous? En droit actuel, héritier du droit romain, si vous en êtes propriétaire, vous pouvez les vendre, les prêter, les donner, les louer, les transformer et même, dans certaines conditions, les détruire. Si vous en êtes possesseur, légalement, vous pouvez en disposer comme vous l'entendez, mais vous ne pouvez pas les prêter, les louer, etc. et encore moins les détruire. Mais, et c'est ici que nous rejoignons notre sujet, vous ne pouvez pas non plus les transformer en capital, c'est-à-dire les transformer en crédit. Par exemple, dans le cadre d'une hypothèque. Dans un système communiste, si vous possédez une maison ou une voiture, c'est pour son aspect utile, pas pour son intérêt financier. Autrement dit, 4 murs et un toit, c'est intéressant parce que ça nous abrite et non parce que ça nous rapporte. On a vu dans les vidéos précédentes comment fonctionnent les entreprises dans le système proposé ici. À aucun moment, ce que posséderait l'entrepreneur n'aurait de l'importance puisque tout ce qui est nécessaire à l'établissement de l'entreprise, comme à son entretien, vient d'une décision prise démocratiquement. Je ne vais pas revenir dessus, tout cela est expliqué dans la 3e et la 4e vidéo. Mais donc, à quoi peut bien encore servir l'argent? Si le système économique nous assure de l'essentiel et si on n'a pas besoin d'argent pour monter une entreprise, à quoi sert l'argent? C'est ici qu'on va changer de vocabulaire et parler de monnaie. Je suis prêt à parier que si vous suivez cette vidéo, vous savez déjà intuitivement qu'on ne va pas parler tout à fait de la même chose, ou plutôt du même rôle de cette double notion d'argent et de monnaie. Quand on parle de l'argent, on parle de ce dont on manque, immanquablement, surtout à la fin du mois,
ou lorsqu'il faut faire face à des échéances importantes. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, vous le ressentez tout particulièrement, à moins de faire partie des 1% qui s'en fichent parce qu'ils ont les moyens de ne pas devoir regarder les prix. Dans une société communiste, tout cela cesse d'être un problème. Repartons des bases de ce qu'est la monnaie. L'une des deux raisons principales d'être d'une monnaie ne réside pas dans l'acte d'échange. La monnaie est la reconnaissance par le pouvoir qui la crée d'un lien de crédit. La personne qui a une ligne de crédit en sa faveur a un pouvoir de réalisation dû à une activité passée, et à contrario, la personne qui a obtenu un crédit et doit le rembourser doit produire une activité pour rembourser. Bon, ça bien sûr c'est de la théorie, parce que si ce genre de choses est la réalité pour la plupart des gens normaux, c'est beaucoup moins le cas des très grandes entreprises, des gens très riches et même dans une certaine mesure des États. Mais laissons cela, c'est pas le sujet. En communisme, cette fonction devient obsolète, puisque nous l'avons dit, on ne travaille plus sur base du crédit, mais sur base du subventionnement. Je vous renvoie aux 4 vidéos précédentes pour comprendre tout cela, et en particulier les 3e et 4e. Résumé de ces vidéos en une phrase. La mise à disposition de liquidités aux entreprises se fait gratuitement, tant que l'entreprise est considérée utile, et en sachant que ces rentrées sont récupérées par les caisses de subventionnement. La monnaie a cependant un autre rôle, celui d'aider la société à évaluer le coût des biens et des services échangés, et donc à en évaluer les prix, ce qui dans la société libérale n'est pas la même chose, puisqu'entre le coût et le prix, il y a le profit. Comment calcule-t-on ce coût? Et comment calcule-t-on dans le système libéral le prix final qui sera payé? C'est très complexe, mais en définitive, le prix des services et des biens, aussi indispensable soit-il, n'est pas défini par l'idée d'une juste redistribution entre les individus, mais par 2 doubles présupposés. Premier présupposé, ultra connu, l'équilibre entre l'offre et la demande. Deuxième présupposé, généralement négligé par la théorie économique, l'équilibre entre le coût et la qualité. Le premier supposé implique que chacun a besoin d'un certain nombre de biens et de services, qu'il doit absolument se fournir ou qu'il veut se fournir, et de l'autre côté, ces biens et ces services sont produits dans une certaine quantité qui ne correspond jamais à la demande. Soit il y en a trop, soit il y en a trop peu. Dans le premier cas, selon la loi du marché théorique, les prix doivent baisser. Dans le deuxième, puisqu'il en manque, selon la même loi, les prix devraient monter. Le deuxième supposé implique qu'un même besoin peut être rencontré par des produits ou des services qui coûtent plus ou moins cher parce qu'ils seraient de plus ou moins bonne qualité. Le pauvre se contentera d'une tranche de jambon qui ressemble plus à du plastique qu'à du cochon, pendant que le riche se procurera ce qui se fait de mieux en matière de production bouchère. Mais pourquoi? Pourquoi certaines personnes devraient se contenter d'un service ou d'un produit moins bon que d'autres alors qu'elles ont le même besoin? Pourquoi devrait-on se satisfaire de produits de deuxième catégorie si l'on peut en produire de meilleures catégories? Est-ce parce qu'on a fait le choix de gagner moins d'argent? Parce qu'on est plus flemmard que ceux qui peuvent s'offrir le top en matière de soins de santé ou d'éducation? En matière de pain, de viande ou de légumes? Pour y répondre, revenons à la problématique du coût. Dans une société libérale, le coût des biens et des services est une évaluation de tout ce qu'il a fallu faire en constatant le degré de difficulté pour les obtenir, sans égard pour les externalités. Pollution, stress, fatigue des travailleurs et travailleuses, etc. Le coût, c'est ce qu'a coûté au patron producteur pour fabriquer le produit ou le service. Le prix, c'est ce que le vendeur demande à l'acheteur pour l'obtenir. Et du diable si on peut même imaginer qu'il y ait la moindre coïncidence entre les deux. On ne peut même pas dire que le prix est toujours plus élevé que le coût, les producteurs de lait le savent bien. Par contre, on peut sérieusement se poser des questions sur des soldes qui dépassent les 70 ou 80%, puisqu'un magasin ne peut pas vendre à perte. Et bien sûr, une fois que j'ai parlé du profit brut comme marge entre le prix et le coût, je peux m'étendre sur la spéculation qui réduit ou gonfle artificiellement le prix sans absolument aucun égard pour le coût. En communisme, tant les salaires que les prix ne sont là que pour réguler véritablement les circuits de la distribution, et non pour spéculer, ni même pour faire du profit. Les prix sont les coûts et les coûts sont les prix. Les salaires ne s'accumulent pas et la monnaie est avant tout un étalon de mesure. Salaire, prix, coût, revenu, argent, tout cela ne sert qu'à réguler les transferts de biens et de services, tant entre entreprises que vis-à-vis des consommateurs individuels. Alors pour les consommateurs, je comprends, on ne peut pas permettre à quelqu'un d'accumuler chez lui toutes les chaussettes possibles. Mais pour les entreprises? Eh bien pour les entreprises, je reprends ce que je disais plus haut. Cette évaluation permet aux entreprises de proposer avec justesse un indicateur de coût, et donc de prix, à chaque produit et service nécessaire pour la production d'autres biens et services. Ce coût-prix sera un indicateur utile permettant d'évaluer la difficulté de production d'un bien ou d'un service. Notons qu'en communisme, le coût final sera soit équivalent du prix proposé au consommateur final, soit contrebalancé par un système de subventionnement pour rendre les services et produits les plus utiles plus accessibles, voire gratuits s'ils sont indispensables. Donc, si dans le monde libéral, le prix est généralement plus élevé que le coût,
En communisme, ce sera plutôt l'inverse. Un peu comme à l'époque où les services publics étaient vraiment publics. Comme quoi, niveau comparaison, je ne pars pas de nulle part. Le subventionnement, la gratuité, le conventionnement, ce sont des choses qui existent déjà, de moins en moins, mais c'est bien réel. Je vous renvoie une fois de plus aux vidéos sur le subventionnement des entreprises qui expliquent cela. Mais aussi sur la deuxième vidéo qui n'a pas été assez regardée par rapport aux autres et qui explique comment on distribue les biens et les services. Au total, la limitation des salaires ou revenus quelconques de chacune et chacun sert essentiellement à réguler les acquisitions des biens les moins utiles. Ce salaire nous permettra en gros de choisir notre alimentation, nos vêtements, l'achat d'un vélo, le lieu de nos vacances ou les graines que l'on a envie de semer chez nous. Je ne discuterai pas ici de la question de l'inégalité ou de l'égalité des salaires. C'est un autre sujet. En tout cas, même dans l'idée d'une éventuelle inégalité des salaires, je ne crois pas qu'aucun théoricien du communisme n'envisage de solution plus inégalitaire que celle proposée par exemple, la France Insoumise dans son programme actuel. En ce qui me concerne, je suis prêt à discuter, mais pas au-delà d'un rapport de 4 pour 1, et ce en comptant les revenus des enfants. Mais ça, c'est moi. Je verrais bien un revenu genre de 2800 € maximum et de 700 € minimum pour les enfants, en euros équivalents d'aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas pourquoi les enfants devraient bénéficier d'un revenu propre, je vous suggère de faire un stage famille monoparentale en emploi précaire pour comprendre. Fait est que de toute façon, il deviendra impossible de s'approprier et d'accumuler des biens et des services utiles à la collectivité. En tout cas, pas sans l'accord de celle-ci. Et pourquoi le serait-elle? Dans un système communiste, argent ou pas argent, il ne peut être possible d'accumuler des biens et des services, de les thésauriser, les garder pour soi pour son propre bénéfice, voire de les détruire pour spéculer sur leur valeur. On peut même dire qu'il est impossible d'accumuler de l'argent. Alors on a vu dans les vidéos précédentes comment on a éliminé le risque du crédit. Je n'y reviendrai pas ici juste pour dire qu'il est impossible d'emprunter plein d'argent pour acheter plein de trucs. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un s'amuse à accumuler de l'argent en l'épargnant sur ses salaires mensuels? L'empêcher ne poserait aucun problème. La monnaie et son existence est une convention qui est tout à fait manipulable et lui donner un caractère éphémère, si elle n'est pas utilisée, ne serait pas très difficile. Prenons un exemple. Mettons que vous gagnez 2000 € en janvier 2023, et la même somme tous les mois de l'année 2023. Un an de salaire représente donc 24 000 €. Mais donc, si on établit qu'un salaire ne peut vivre plus de 11 mois par exemple, au 1er janvier 2024, tout ce qui dépasse 22 000 € sera considéré comme excédentaire et indûment non dépensé, donc éliminé de votre compte en banque. On est donc encouragé à dépenser cet argent car l'accumuler, l'épargner devient impossible. Et l'achat d'une maison alors? J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Les choix individuels, quand ils touchent à la prise de possession d'un bien important pour la collectivité, sera le fruit d'une décision collective. Maison, terres cultivables, voitures, tout bien que l'on peut considérer comme rare, complexe, a priori cher, potentiellement impactant sur l'environnement, utile à la communauté, tout bien de ce type donc devra faire l'objet d'un accord de la collectivité pour être pris en possession. Possession puisque la propriété a disparu. Alors il y a tout de même quelques avantages là-dedans, c'est que vous n'avez plus à convaincre un banquier de vous prêter de l'argent. En effet, si la collectivité estime raisonnable et justifié que vous preniez possession d'un logement, ou même qu'on en fasse construire un nouveau, les caisses et conseils collectifs, convaincus par vos arguments, subsidieront travaux, déménagements, bref, tout ce qu'il faut. Vous ne dépendez plus d'un propriétaire, vous ne payez plus de loyer. Cool, non? Alors évidemment, à contrario, vous n'êtes plus propriétaire, mais possesseur. Féminin, possesseur. Ce qui fait que lorsque vous quittez le dit logement, vous le rendez à la collectivité qui le réattribuera. Voilà. Voilà, mais ce n'est pas fini évidemment, parce qu'en filigrane entre les lignes, en parlant de l'argent, de la monnaie, de l'échange, je pose la question de l'existence ou pas du marché. Et oui, le marché va-t-il disparaître dans un système communiste, ou au contraire va-t-il retrouver une place essentielle dans la vie de tout et de chacun? Eh bien, ce sera l'objet de la vidéo suivante.